Tu peux pas réussir si tu ne fais rien pour réussir. Je prends l'exemple de quelqu'un qui va faire un burn-out. Il est dans le déséquilibre constant et ce déséquilibre, il ne le voit pas, il se le cache à lui-même. Et naturellement, il arrive à un moment où ce déséquilibre, l'élastique, il craque. En vrai, aujourd'hui, les outils qu'on a sont assez faciles. Je trouve que c'est devenu assez instinctif. Le prix par rapport au temps gagné, c'est génial. Mais par contre, comprendre le cheminement et savoir de quoi on a besoin pour trouver les bons outils, ça c'est important. Shopify et System.io, c'est incroyable. La réalité, c'est quand tu as commencé System.io, je me souviens, c'était... Mais parce que comment je fais ? Étape 1, brainstormer, etc. en fonction de ce que vous ne savez pas. Deuxième point, si vous êtes bloqué à un problème bien technique, utilisez les tutoriels YouTube. Et troisième point, c'est contacter le support si vraiment vous êtes bloqué. Aurez-vous des conseils pour maximiser mes chances de réussite ? Essayez, qui ne tente rien à rien. Tu peux pas réussir si tu n'essaies pas. Bonjour à tous, bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien. Encore bienvenue pour un nouveau podcast de Grandir par l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau avec Lindsay. Un plaisir à nouveau de t'avoir. Merci beaucoup, je suis très heureuse d'être là. Et j'adore quand tu as dit ça parce que c'est pas comme si on était ensemble toute la journée. Mais bon, tout va bien. En tout cas, aujourd'hui, on va pouvoir continuer sur l'axe qu'on a démarré, donc répondre aux questions des personnes qui sont dans des étapes d'entrepreneuriat un peu différentes. Et on a eu pas mal de questions qui ont commencé à nous être posées. Évidemment, si vous voyez cet épisode, on vous invite à aller sur TikTok, Instagram, nous poser les questions en commentaire du post qui est épinglé. Sur YouTube, on ne l'a pas encore épinglé, mais ça viendra. Donc profitez-en, Instagram, TikTok, vous posez les questions, ou même en privé, vous nous faites un message privé ou un commentaire où vous voulez. On prendra la question, on y répondra ici, lors du podcast. Première question, je prends la plus ancienne, qui a été posée par Arnaud. Alors, il y a plusieurs questions. On va y aller étape par étape. Ok. La première partie, c'est lié au planning entre vie perso et vie pro. Comment est-ce qu'on peut gérer ce fameux planning, cette gestion du temps, afin de concentrer suffisamment de temps de qualité, et je pense que c'est là l'importance de sa question, sur les deux bords. Je te laisse commencer. Ok. Je pense que déjà... Il faut contextualiser un petit peu. Est-ce qu'on parle d'un couple qui vit ensemble ou d'un couple qui vit séparément ? Et pour le coup, je pense que c'est plus difficile de trouver l'équilibre quand le couple vit ensemble. Parce que quand le couple vit séparément, ils savent que quand ils se retrouvent, le moment sera forcément qualitatif. Et ça va vraiment être un moment pour eux deux. Quand tu vis avec la personne, beaucoup de personnes oublient en disant « Non, mais c'est bon, on vit ensemble, on se voit toute la journée, je suis là. » Et en fait, certes, il y a une présence, mais on ne peut pas dire que la personne est réellement là, dans le sens où elle est réellement connectée à la personne et où il y a vraiment un partage. Et je pense que c'est plus difficile de gérer justement l'axe entrepreneurial quand on vit avec quelqu'un. Et là, ça demande en effet une rigueur avec soi-même et un moment où justement on délimite aussi un temps qu'on accorde réellement à l'autre et où on est réellement disponible pour l'autre. Parce que c'est ça le piège. C'est comme on vit ensemble, on est présent mais on n'est pas disponible. Et c'est important de garder le rythme. Et ça, c'est valable, je pense, pour n'importe quel couple en réalité, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat. C'est de se garder des moments à deux. C'est pas forcément des choses qui demandent beaucoup d'organisation ou qui demandent un budget qui se veut forcément excessif, mais c'est se garder des temps privilégiés où l'autre devient une priorité. Et ça peut être soit parce qu'il y a des périodes de rush dans l'entrepreneuriat, il faut pouvoir déjà le communiquer à son partenaire et se dire, écoute, là en ce moment je suis un peu... en ce moment, voilà, j'ai besoin d'investir beaucoup de temps et d'énergie dans mon projet. Ça ne veut pas dire déjà que je te mets au second plan, donc on communique avec la personne. Et on se dit, par exemple, je cale dans mon agenda tel jour, ou telle soirée, ou tel moment en tout cas, il est pour nous. Et là, la personne en face est aussi rassurée de savoir qu'elle aura un temps privilégié à ce moment-là. Après, l'idéal, c'est quand même quand on arrive à un stade entrepreneurial où il y a un peu plus de stabilité, où on a un peu plus de recul sur les choses, d'avoir un temps qui se veut un peu plus régulier. Par exemple, nous, je sais qu'on a trouvé cet accord-là de se dire, voilà, le soir, à partir du moment où on se retrouve pour manger, le reste de la soirée, ça nous appartient. Sauf cas d'extrême urgence, mais encore une fois, c'est de l'ordre de l'urgence, donc c'est pas la majorité du temps. Mais au quotidien, on sait que
l'organisation qu'on a dans la journée, elle nous est propre par rapport à notre travail, mais au moment où on mange ensemble le soir, là, on sait que le boulot stop et c'est que du temps que pour nous. Et je pense que c'est important. Ok. Et j'aime bien parce que là, du coup, tu es parti directement sur l'aspect couple. Et je vais volontairement mettre la nuance parce que c'est vrai qu'entre planning entre vie pro et vie perso, il y a aussi la notion d'une personne célibataire et qui aurait peut-être l'intention de se laisser du temps pour lui, dans le temps de qualité. Et je mets cet accent-là. Et en fait, objectivement, moi, je le prendrais de manière ultra pragmatique. C'est-à-dire, tu es quelqu'un qui est peut-être désorganisé à l'instant T ou peut-être très organisé. Et bien justement, si tu es désorganisé, organise-toi. Si tu es organisé, appuie sur ta qualité. Et donc, du coup, trouve des temps, choisis plutôt des temps, définis des temps dans ton agenda où, en effet, tu vas bosser. Et des temps que tu vas prendre pour toi. Je sais que quand tu es célibataire, tu as toujours l'idée peut-être d'aller faire un petit repas avec tes amis ou d'aller voir de la famille ou de sortir. En couple aussi, d'ailleurs. Tu as dit ? En couple aussi. En couple aussi, bien sûr, mais là, je le mets vraiment sur cet accent célibataire. Et naturellement, ce temps-là, il doit être imposé dans l'agenda. C'est-à-dire que si tu ne le mets pas, on sait que dans l'entrepreneuriat, on a tendance à être très, très, très impliqué. On a toujours des choses à faire dans la réalité des choses. Donc, on peut très bien ne jamais prendre de temps pour soi, jamais prendre de temps pour le perso. Et le pro va prendre l'ascendant. Et c'est OK parfois, mais parfois ça ne l'est pas. Et quand ça ne l'est pas, il faut savoir le déceler. Et là, je pense que la question est vraiment, justement, je décèle qu'il y a un déséquilibre et comment je gère ça, en fait, au final. Donc, pour moi, c'est vraiment une notion d'organisation, de manière purement pragmatique. On met une horaire dans l'agenda ou un créneau. Tu l'as dit, par exemple, pour nous, en l'occurrence, c'est à partir de telle heure, on essaie de manger, à peu près, voilà. Et à partir de là, c'est du temps pour nous. Ça peut être pareil. Là, ici, pour quelqu'un qui est célibataire, vous êtes célibataire, vous êtes dans l'entrepreneuriat, mettez une horaire et à partir de là, c'est un temps pour vous. Peut-être un temps où vous allez prendre soin de vous, à vous faire une activité en dehors, peut-être du sport. Peut-être que vous allez simplement vous poser devant la télé. Peut-être que vous allez simplement, je ne sais pas, aller voir votre famille, aller prendre un verre avec des amis. Peu importe ce que c'est en soi, mais ça va permettre de garder cet équilibre entre vie perso et vie pro. Et permettre aussi, en ayant cette heure définie de détachement, de pouvoir en fait profiter avec un temps, je reprends le terme, de qualité à ce moment-là, je pense. Et je pense que c'est important aussi de rester à l'écoute. Parce que donc il y a nous, la rigueur qu'on se veut pour nous-mêmes, mais des fois il y a des signaux aussi extérieurs. Donc que ce soit le partenaire dans la vie de couple ou que ce soit, ou même en fait qu'on soit célibataire ou en couple, nos proches. Donc ça peut être un partenaire de vie en effet, mais ça peut être aussi des amis, de la famille, qui parfois vont aussi être demandeurs et à un moment aussi se dire, dans la juste limite, oui c'est vrai que là, je les ai peut-être un peu négligés et ça leur ferait du bien, mais à moi aussi. Et peut-être que là aussi, c'est un signal pour dire décroche un peu, fais aussi une pause. Parce qu'il y a ça aussi. C'est vrai que le temps avec la famille, beaucoup, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais il y a beaucoup de gens pour qui la famille c'est ressourçant. Et le fait de prendre ce temps et d'aller les voir, en fait ça vient apporter des temps de qualité en effet. Et comme tu dis, il y a les signaux et internes et externes. Et après moi je pense qu'il ne faut pas non plus attendre les signaux. Moi je suis quelqu'un qui est beaucoup plus détaché au niveau de ma famille, même si je les aime, il n'y a pas sujet, mais je ne prends pas le temps. Et en fait je recommande de ne pas faire comme moi. Je recommande de prendre le temps pour le coup et de se les définir et de ne pas attendre le moment où justement il y a un signal. Je prends l'exemple de quelqu'un qui va faire un burn-out. Quelqu'un qui va faire un burn-out, en fait, il est dans le déséquilibre constant. Et ce déséquilibre, en fait, il ne le voit pas, il se le cache à lui-même. Et naturellement, il arrive à un moment où ce déséquilibre, entre guillemets, l'élastique, il craque. Quoi. Et à ce moment-là, en fait, c'est le signal qui arrive trop tard, malheureusement, pour dire, t'as pas le choix, ton corps te dit stop, tu dois aller retrouver un équilibre à ce niveau-là. Donc, plutôt que de se retrouver dans une situation où on arrive à un burn-out, à des situations extrêmes, même de dépression ou autre, peu importe la forme de matérialisation de cette étape difficile,
il faut avoir cette balance en amont. Et se l'imposer, c'est une rigueur, en fait, finalement. On ne parle pas d'une rigueur comme faire du sport, oui, tu dois faire 5 fois par semaine. Non, on se parle d'une rigueur où au moins une fois par mois, si tu prends pas le temps jusque-là, ne serait-ce qu'une fois d'aller passer du temps avec tes proches, ta famille, tes amis, bon, là, c'est costaud, quoi. Par contre, si tu peux le faire une fois par semaine, trouver un élément qui est pertinent pour toi ou un week-end, là, c'est extrêmement pertinent pour le coup. Et ce sera jamais la même quantité à impliquer pour chacun. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être beaucoup plus OK à être détachés du monde extérieur et à charbonner, à travailler, ce qui est mon cas. Mais par contre, c'est pas en opposition avec le fait que quand il y a connexion avec l'extérieur, les amis, les proches, la famille, que ça va pas nous apporter beaucoup et nous faire beaucoup de bien. En fait, c'est là le piège, c'est de penser que j'en ai pas besoin, je suis bien avec moi-même, oui, mais c'est pas pour autant que l'opposé n'est pas vrai, donc de passer des bons moments et d'avoir du temps de qualité quand même avec autrui en extérieur. Voilà. Et je reprendrai juste quand même par rapport au sport. Je pense quand même que c'est important. On peut pas dire, en fait, le sport, c'est une rigueur qu'on a que pour soi. Non, je disais pas ça, je disais simplement que je faisais une comparaison. Je disais pas que je ne jugeais pas le sport. En fait, ça dépend ce que t'amène le sport. Je pense que tu es parti dans l'axe où le sport n'avait que des vertus pour le physique, alors que c'est aussi pour le mental. Et il y a des gens qui en ont besoin et qui en ont besoin aussi 5 fois par semaine. Et c'est bien pour les personnes qui sont dans ce besoin-là, qui puissent répondre aussi à ce qui leur correspond. Si ça passe par ça, c'est OK. C'est pas forcément y passer tout l'après-midi, mais des fois, ça peut être ne serait-ce qu'aller marcher 30 minutes le matin. Enfin, ça peut prendre différentes formes. Et je pense que chacun doit pouvoir trouver ce qui lui convient et c'est pas à négliger quand même, c'est une piste qui peut être intéressante. Je ne néglige pas du tout, au contraire, je disais je ne le juge pas. Donc au contraire, ce que tu dis c'est très pertinent et il faut le faire. Enfin, il faut trouver ce qui nous correspond. Oui, il faut trouver ce qui nous correspond. Parce que y en a ce sera le sport, il y en a ce sera des connexions sur les séries, il y en a ce sera la musique, il y en a ce sera les amis, il y en a ce sera peu importe le sujet en fait finalement, mais il y aura un élément qui nous fera plus de bien qu'un autre. Et il faut savoir l'exploiter et l'utiliser. Un bon punching ball. Un bon punching ball. D'ailleurs, ça me fait penser à punching ball. On a découvert un punching ball musical. Vous savez quoi, il faudrait qu'on fasse des liens d'affiliation là. En gros, un punching ball où quand tu tapes dedans, ça fait de la musique. Et en fait, tu suis la musique. C'était quoi la musique qui nous mettait Michael Jackson dans l'exemple qu'on a vu, je crois. Je sais plus exactement. Mais je crois que c'était Michael Jackson. Mais bref, du coup... incroyable. Tous les moyens sont bons pour trouver un équilibre et se défouler et déconnecter la tête. Et là, ça nous a fait rire pour le coup, ce sujet-là. Donc, de quoi, non, totalement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cet équilibre pro-perso pour cette première question? Il y aurait beaucoup de choses. Après, c'est vraiment... à la limite, si on peut avoir un cas plus précis pour peut-être plus cibler... là, on va continuer les questions. Mais en tout cas, oui, c'est un sujet qui est très Mais c'était surtout une gestion... Alors, la question était très axée sur la gestion du planning. Donc, je pense que dans l'idée, s'imposer des temps, c'est ce qu'il y a de mieux. On pourrait donner 50 000 exemples, mais c'est propre à chacun. Donc, en réalité, s'imposer et en fait, être discipliné là-dessus. Et comprendre aussi qu'il y a un planning, ça peut prendre plusieurs formes. Parce que généralement, moi, c'est l'erreur que j'ai commise pour moi-même, de me dire, voilà, le planning, c'est un agenda. Et c'est vrai que ça, c'est le genre de pratique qui, chez moi, marche qu'un temps. Et au début, tu le tiens et tu le fais bien, etc. Et moi, malheureusement, j'avoue que j'ai du mal à le tenir dans le temps. Donc maintenant, je me fais une liste plus large. Je me fais une liste où je ne m'impose pas. En fait, l'erreur que je faisais pour moi, c'est de me mettre un temps très précis pour une tâche. Et toute la journée, c'était ça. Et dès que j'en loupais une, du coup, j'avais l'impression de devoir courir après le temps et de devoir rattraper. Et en fait, tu n'es plus concentré sur ce que tu fais. Je pense que c'est mieux de se mettre des plages horaires. Et après, on se dit, voilà, en priorité, j'ai telle tâche, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Un peu comme la méthode Montessori, ou Freinet. C'est des pédagogies de projet. Où justement, pour le coup, ça c'est pour des enfants, mais les enfants ont connaissance des tâches qu'ils doivent réaliser. Et en fait, c'est eux qui choisissent dans quel ordre ils vont les accomplir et à quel moment ils vont les accomplir. L'important, c'est qu'à la fin du temps imparti, donc ça peut être une semaine, il faut que ce soit fait. Et je trouve que c'est beaucoup plus naturel
vis-à-vis de son rythme personnel, parce qu'un jour fait pas l'autre. Il y a un jour où on sera peut-être plus productif qu'un autre. Il y a un jour où on sera peut-être plus motivé qu'un autre. Il y a un jour où on sera en capacité de gérer plus de choses que d'autres. Et du coup, je trouve que, moi en tout cas, c'est quelque chose qui me convient mieux. Mais donc il faut y penser aussi dans sa méthode d'organisation et de planning. Ça prend pas forcément une structure très carrée, très académique comme on peut avoir l'habitude. Il existe aussi des techniques d'organisation qui sont peut-être plus adaptées aussi en fonction de la personne. Et ça mérite le coup, en termes de méthodologie, de s'y intéresser. Je suis d'accord. Et finalement, propre à chacun, tu vois, tu parlais d'agenda, il y en a, ça va être plus comme moi dernièrement. Le téléphone avec Google Agenda pour le coup, moi, jamais. j'ai tout. C'était pas le cas, moi avant j'étais pareil, j'étais papier. Depuis que j'y suis passé, en fait c'est parfait parce que ça me fait des relances en cas de besoin et j'ai pas besoin de me trimballer avec un agenda avec moi, H24 aussi, donc c'est pratique. Et ça évite le décalage horaire? Je vois pas de quoi tu parles. Oui, parce que en fait, j'ai un ordinateur sur lequel je fonctionne à l'heure française et un téléphone sur lequel je fonctionne à heure portugaise. Donc en fait, une fois que c'est dans l'agenda, peu importe l'heure qu'il est en France ou au Portugal, c'est dans l'agenda avec l'heure en question qui est notée. Donc ça, c'est bien, peu importe le fuseau horaire. Quand tu voyages, là j'étais en voyage pour le coup à Maurice, forcément j'étais sur l'heure qui est la même que Dubaï. Et heureusement que je savais que j'avais mon Google Agenda qui était à l'heure du coup, parce que j'avais pas à calculer plus 3, moins 3, plus 2, moins 2. Voilà, c'était très simple. Donc oui, Google Agenda. Donc, voyez ce qui vous correspond le mieux en tous les cas, et en fonction, implémenter des temps dédiés pour le perso, en plus du pro. Et je crois que je voulais rajouter quelque chose, mais je l'ai oublié. Donc, tant pis, ainsi soit-il. Ça me reviendra. On va prendre la question suivante de Arnaud. Alors, pour rappel, je montre. Je vais essayer de montrer à la caméra. Je ne sais pas si on verra bien, mais on a un post qui est épinglé ici, sur lequel, en fait, sur la page Grandir par l'entrepreneuriat, donc j'ai dit TikTok et Instagram, vous pouvez en commentaire poser des questions. Et c'est l'idée, c'est que vos questions viennent dans ces commentaires et qu'on puisse les lire. Ou en message privé, si vous voulez quelque chose de plus discret et nous partager plus d'informations que vous ne voulez pas nécessairement partager au public, nous on fera évidemment le tri vis-à-vis de ça pour qu'on donne à la caméra uniquement ce qui est nécessaire. Alors, je voudrais lancer une activité online avec un bon potentiel, mais je ne maîtrise pas tous les aspects techniques. Crois-tu que ça peut être un frein? Je commence sur celle-là? Ok. Allez. Pour lancer une activité online, en fait, ou n'importe quelle activité de manière business, moi j'aime bien dire qu'il faut savoir comment fonctionnent les choses, mais qu'il faut être moyen en tout. Ça, sous une certaine mesure, évidemment. Si on vend un service, une expertise unique, évidemment, mieux vaut avoir cette expertise. Maintenant, c'est comme tout, c'est comme la courbe de croissance, on en a parlé dans une autre vidéo. Si en réalité, dans notre courbe de croissance, on a une expertise à 20% sur 100%, en fait, on a une expertise qui est plus élevée que ceux qui ont 19, 18, 17 et ainsi de suite. Donc, dans tous les cas, c'est pertinent. Donc ici, ne pas maîtriser tous les aspects techniques, en fait, maîtriser, c'est pas le mot. Connaître les aspects techniques, il faut les connaître. Il faut savoir où est-ce qu'on a un problème. En fait, si tu n'es pas conscient d'un problème que tu peux avoir, c'est compliqué. Par contre, les maîtriser à 100% et être un expert, je pense pas. On peut se débrouiller aujourd'hui sans connaître. Je prends l'exemple du codage. Je ne sais pas coder aujourd'hui. Il y a plein d'outils maintenant qui nous permettent de coder, ou de faire des choses similaires avec des choses différentes, des plateformes. Si on ne sait pas coder, c'est OK. Par contre, si on ne comprend pas ce qu'on fait avec les outils qui nous permettent de faire l'équivalent de ce que si on codait, là c'est problématique parce que du coup on ne saura pas, si on fait une action, on ne saura pas comment résoudre s'il y a une problématique derrière. Et ça je pense que c'est important, ça ne veut pas dire qu'il faut une expertise, mais ça veut dire qu'il faut être débrouillard. Donc dans tous les cas, cet aspect technique, c'est OK de ne pas le maîtriser en totalité, je vais mettre les bons mots, mais il faut connaître. Je te laisse peut-être rebondir sur ça. Moi j'en ai fait l'expérience, clairement. Et je pense qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir des tas de plateformes et de sites qui peuvent vraiment nous aider. Et en effet, tout maîtriser, c'est pas utile dans le sens où aujourd'hui, on a des plateformes qui peuvent nous aider à faire beaucoup de choses à notre place. Par contre, comprendre ce qu'on fait, c'est important parce que ça permet d'utiliser ces plateformes et ces sites comme des assistants. Des assistants très efficaces qui font gagner un temps fou
et qui sont, en vrai, aujourd'hui, les outils qu'on a sont assez faciles. Je trouve que c'est devenu assez instinctif. En vrai, aujourd'hui, c'est vrai que les différentes plateformes qui sont proposées, le prix par rapport au temps gagné, c'est génial. Donc, tout maîtriser, aujourd'hui, pour moi, je pense que c'est plus nécessaire. Mais par contre, comprendre le cheminement et savoir de quoi on a besoin pour trouver les bons outils, ça, c'est important. En fait, c'est ça. Ce qu'il faut, c'est comprendre de quoi on a besoin pour trouver les outils qui sauront le faire à notre place. Est-ce que tu peux donner l'exemple? Parce que tu as dit, tu en as fait les frais, tu as fait l'expérience. Est-ce que tu peux donner un exemple? J'ai le droit de donner des noms de plateformes? Oui, on s'en fiche. Genre Shopify? Oui, totalement. Shopify, System.io, c'est incroyable. Enfin, moi, c'est fou. Moi, j'avais jamais fait, par exemple, de site internet. J'avais pas du tout d'expérience dans ce domaine-là. Et c'est génial. Un tunnel de vente avec System.io, qui en plus, où tu peux automatiser, où en fait, tu prépares à l'avance et après, tu sais que tout se fait en fait de manière automatique parce qu'il va y avoir un envoi de mail après telle action et que là, après telle page, tu vas être redirigé ici, etc. Enfin, c'est génial. Je pense que c'est des outils qui sont vraiment géniaux et ça serait dommage de s'en priver. Sans ces outils-là, je ne sais pas comment j'aurais fait. Objectivement, je ne sais pas si j'aurais eu aujourd'hui les compétences techniques de le réaliser sans ces plateformes-là. Mais le fait d'avoir aujourd'hui accès à ce type d'assistant numérique, je trouve ça génial. Et alors, j'aime beaucoup comment tu l'amènes en assistant numérique, mais en fait, si je reprends vraiment le lien avec la question, là, pour une activité online, en fait, même si on ne maîtrise pas, en fait, c'est en faisant qu'on maîtrise. La réalité, c'est quand tu as commencé System.io, je me souviens, c'était... Mais parce que comment je fais? Pour le coup, je trouve que Shopify est beaucoup plus intuitif que les System.io. Ouais. Donc forcément, System.io, après, par rapport à Shopify, ça semble compliqué, façon de parler. Et donc, du coup, je continue, mais c'est en faisant qu'on apprend. Je prends à nouveau Shopify. Toi, tu connaissais rien non plus Shopify, t'as mis le nez dedans, t'as trouvé ça compliqué au début, puis très vite, tu t'es dit, ah, mais non, en fait, c'est sympa. Bon, ok, des fois, il y a des bugs, des fois, il y a ci, des fois, il y a ça, des fois, il y a des bugs parce qu'en fait, c'est nous qui n'avons pas compris. Et en fait, au fur et à mesure de faire, on comprend d'autant plus et en fait, on arrive à développer une expertise. Donc une maîtrise en premier lieu, mais après une expertise, parce qu'en fait, on est passé par énormément de sujets et de problématiques en faisant. Donc, il ne faut pas que une non-maîtrise d'un sujet soit un frein, dans le sens où ce frein, en fait, il va disparaître avec le temps. Plus on va travailler avec, plus on va utiliser les outils avec lesquels on doit bosser ou des compétences qu'on n'a pas l'habitude de faire, plus on va devenir bon. Je remets l'image de la zone de confort, mais... Au début, on a une zone de confort qui est comme ça, donc elle est très petite. Mais au fur et à mesure qu'on utilise des outils qu'on ne connaît pas, qui sont en dehors de cette zone de confort, ça nous paraît dur. Mais petit à petit, on les maîtrise. Donc en fait, on élargit petit à petit la zone de confort. Et en fait, de cette façon, nos outils, on en a développé une maîtrise et une expertise, et ça devient notre nouvelle zone de confort. Oui. Donc en fait, c'est plus du tout difficile de s'en servir et de s'occuper de tâches qu'on aurait pensé impossibles auparavant. Et on a quand même une chance folle. C'est qu'en plus, aujourd'hui, pour nous aider à élargir notre zone de connu, on a des outils d'intelligence artificielle qui sont révolutionnaires. Je pense qu'il ne faut pas négliger. Par exemple, aujourd'hui, on a, je pense, à ChatGPT, j'ai le droit de dire des noms. Hein. Oui. Ou à qui justement on peut demander de quoi j'ai besoin pour lancer, par exemple, mon business. Et qui va pouvoir vous donner, au début, ça sera les grandes lignes. Ce sera les grandes étapes. Il n'y aura rien d'approfondi. Vous allez vous y intéresser, vous allez approfondir, vous allez creuser la question, vous allez chercher où est-ce que vous pouvez avoir ces ressources-là. Ça va passer par des tutos, ça va passer par des recherches Internet, etc. Vous aurez des questions qui seront de plus en plus pointues, de plus en plus poussées. Vous allez creuser le sujet. Et en fait, là, votre zone de connu, elle va bondir. Et en fait, vous allez vous rendre compte que peut-être que en une semaine, vous allez gagner en maîtrise de manière incroyable. Alors oui, derrière, ça demande un investissement de temps et ça nécessite de creuser. Parce que si on se contente des grandes lignes, en effet, ça n'apporte pas grand-chose. Par contre, si on s'y intéresse et si on approfondit le sujet, là, on peut devenir beaucoup plus compétent et on gagne en maîtrise très rapidement. Ce qui fait qu'en fait, au final, même si au début, on n'a pas les compétences, on les acquiert très vite. Ouais, exactement. Et je vais mettre l'accent ce coup-ci sur l'aspect technique, parce que c'est vrai que la question était axée sur le côté technique. En réalité, ce côté technique-là,
on a un outil qui est incroyable. Alors certes, on parlait des IA tout de suite, qui sont bien, mais qui sont moins sur l'aspect technique. Elles sont plus sur l'aspect rédactionnel, les idées, le brainstorming, même nous diriger dans quel sens aller et quels sont les potentiels outils qu'on peut exploiter. Mais une fois qu'on a un outil qui techniquement ne peut être expliqué par ChatGPT, on a YouTube. Ouais, et sur YouTube, on a des tutos, mais à rallonge, sur X ou Y sujet. Merci à toutes les personnes qui font des tutos sur YouTube. Ouais, voilà. On va peut-être s'y mettre un jour. Peut-être. Je pense pas objectivement, mais qui sait. Peut-être. Nul ne sait de quoi demain sera fait. Exactement. Mais du coup, en tous les cas, on a vraiment un sujet ici où sur YouTube, je prends le System.io, parce qu'on en parlait, ou du Shopify. Il y a énormément de gens qui utilisent ces plateformes, qui pour faire de l'affiliation font des contenus sur ces plateformes et ramener des clients évidemment, mais avant tout apportent de la valeur. Et donc dans la valeur qu'ils apportent, ils s'expliquent des actions qu'on peut faire sur ces plateformes. Donc il y a de grandes chances, si demain, je prends System.io, il y a une étape que vous n'arrivez pas à faire entre la connexion d'un tunnel à un autre avec des emails et les flows, et etc., eh bien, sur YouTube, il y a quelqu'un qui l'explique. Donc, utilisez les bons termes. En fait, de toute façon, on ne peut pas trouver ce qu'on ne sait pas. Exactement. Donc, c'est en faisant que vous allez être bloqué à une étape, mais c'est parce que vous êtes bloqué à cette étape que vous savez maintenant ce qui vous manque. Et vous savez la problématique à résoudre, même si vous n'avez pas la réponse. Mais vous savez là où vous devez travailler. Et donc, plus vous savez, parce que vous comprenez ce que vous faites et vous voyez que, ah punaise, je ne sais vraiment pas connecter ça à ça, techniquement parlant, eh bien là, vous pourrez poser une question très claire à YouTube. Et YouTube donnera évidemment la réponse. Et il faut savoir que vous pouvez également poser la question à un support. Oui. Et ça, c'est fantastique. C'est vrai qu'on oublie vite qu'il y a des supports dans tous les outils, en fait. Au bout d'un moment, quand vraiment on ne trouve pas la solution, même sur YouTube, je pense à la connexion des noms de sous-domaines. Oui. Le support, c'est génial. Alors, je pense qu'il ne faut pas en abuser parce que, bon, voilà. Après, c'est bien, mais c'est juste que ça fait attendre. Souvent, c'est pas toujours des supports live. Donc, c'est souvent en 24-48 heures. Donc, évidemment, ça retarde. Mais c'est OK. C'est vrai que la solution, après, c'est de contacter des supports pour ne pas se retrouver dépendant, soit... en fait, pour ne pas abandonner la tâche qu'on avait prévu de faire sous prétexte qu'on ne sait pas faire. Oui, voilà. C'est ça. Et parce qu'en fait, la solution, des fois, purement technique, c'est peut-être un détail à un rien près. Mais des fois, c'est un rien. Des fois, c'est un point près. Voilà, nous, c'était le cas. C'était un point près sur le sous-domaine à connecter à System.io. Ça marchait pas. Et finalement, ça a marché. Et maintenant, c'est bon, on sait faire. Hein. J'en ai connecté depuis plein. Et c'est facile. Mais il y a vraiment cette notion. C'est facile maintenant. Exactement. C'est ce que j'ai dit. Ça ne l'était pas à ce moment-là. Exactement. Donc, ça prend sens. Toujours. Donc, étape 1, c'est évidemment brainstormer, etc., en fonction de ce que vous ne savez pas, parce que vous n'êtes pas encore en maîtrise de savoir en quelle direction aller avec les outils d'IA. Ce serait bête de ne pas le faire. Deuxième point, c'est évidemment, si vous êtes bloqué à un problème bien technique, utilisez donc les tutoriels YouTube des personnes qui ont réalisé ces tutos. Qui sont disponibles. Les ressources disponibles, exactement. Et troisième point, c'est contacter le support si vraiment vous êtes bloqué de l'outil que vous utilisez, et généralement ça va vous aider. Et si dans ce process-là, à chaque fois il y a des problématiques, posez-vous la question, est-ce que c'est l'IA qui va m'aider? Est-ce que c'est des vidéos tutos? Ou est-ce que c'est le support? Et vous aurez forcément une réponse. Je prends l'exemple de copywriting. Ah ouais, en fait, je ne maîtrise pas bien l'aspect technique du bon discours marketing à avoir pour ci, pour ça. En fait, vous fournissez à ChatGPT le détail le plus précis possible de votre activité. Copywriting, il va le faire. Il va vous donner des exemples. Vous, après, vous allez tester ce copywriting. Vous allez adapter en fonction de ce que vous ressentez le mieux, etc. Et forcément, ça va vous gagner un temps colossal. Donc, la compétence va se développer en même temps que vous vous faites aider aussi. Donc, ce n'est pas un frein de ne pas tout maîtriser. Exactement. Ce n'est pas un frein. Faites et faites. C'est le gros. Ok, et sur la fin de question, c'était « Aurais-tu des conseils pour maximiser mes chances de réussite ?» Alors, c'est une question très large, du coup. Ouais, c'est hyper large. Très, très large. Qu'est-ce que tu aurais envie d'apporter sur ça, toi? Essayer. Qui ne tente rien à rien. Tu peux pas réussir si tu sais pas. C'est comme le dicton qui dit 100% des gagnants du loto ont joué. Ouais. Mais c'est vrai, parce qu'en fait, tu veux maximiser tes chances, il faut tenter. Si tu attends, de toute façon, ça viendra pas tout seul. Tu peux pas réussir si tu ne fais rien pour réussir. Donc il faut y aller. Clairement, et j'aime bien ça. J'aime bien l'idée parce que
Exemple, il y a l'histoire des randonnées, des marathons, tu vois, c'est moi mon délire, mais je m'y suis mis. Et la réalité, c'est que j'ai vu que j'étais pas nécessairement mauvais à ça, et je peux commencer à y prendre plaisir, mais seulement si j'avais pas fait, si je n'avais pas fait, je n'aurais pas su. Donc, il y a vraiment un sujet de se dire, pour maximiser ses chances de réussite, de faire les choses, de passer à l'action. Sur les éléments qui peuvent être pertinents, évidemment. Maintenant, moi, et ça c'est une vision que j'ai et que j'ai utilisée par le passé aussi plusieurs fois, c'est quand vous entrez dans un domaine bien précis. Exemple, le e-commerce. Je prends le e-commerce parce que moi, c'est ce que j'avais fait à l'époque. Trouver une personne qui va être votre mentor. Maximiser les chances de réussite, c'est aussi passer par des personnes qui peuvent avoir les réponses avant vous, qui peut vous aider à trouver les réponses si lui-même ne les a pas ou si vous ne les avez pas. En tout cas, qui va vous réduire et compresser le temps par rapport à une activité. Donc, en fait, je prends donc avec l'exemple du e-commerce, un mentor ou un coach, c'est quelqu'un qui va vous montrer étape par étape comment faire. Alors, je ne parle pas d'un coach, le mec qui va vous dire oui, et vous reposer des questions pour réfléchir soi-même. Non, je vous parle d'un mec qui vous montre comment faire. Moi, je le vois comme ça et je parle plus de mentor du coup dans ce sens-là. Le mec, il va vous montrer step by step comment ça fonctionne, comment faire avec ses actions, ses process, etc. Et vous avez juste à dupliquer et à le faire à votre sauce petit à petit. Mais au moins, vous gagnez un temps colossal plutôt que d'apprendre à faire ça par soi-même. En fait, on a quelqu'un qui nous montre comment faire. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement important. Et c'est pour ça que trouver des mentors, trouver un entourage d'entrepreneurs, trouver des personnes qui sont passées par là, ça va être ultra important pour optimiser les chances de réussite vis-à-vis d'un business ou un autre. On parlait d'un projet online, le e-commerce c'est le cas. Tu pars de zéro dans le e-commerce, tu ne connais rien. Si tu ne vas pas te former avec un mec qui te fait de la formation et te montre step by step comment faire les étapes, c'est compliqué. À l'inverse, pareil, les tunnels de vente, c'est pareil. Si tu n'as pas un mec qui te montre step by step comment faire un tunnel, c'est chaud. Et l'idée est là. Et l'idée est là pour tout. Je vais prendre l'exemple là, moi aujourd'hui, j'ai fait le choix par exemple avec Grandir par l'entrepreneuriat de créer un mastermind qui va être lancé dans les semaines, mois à venir, il n'y a pas d'urgence. En tout cas, l'idée c'est qu'il est là et que le moment où je souhaite le lancer, je ferai de la publicité et ce sera lancé. Mais pourquoi est-ce que j'ai eu cette intention d'apporter cette solution-là? Pour que les gens puissent rejoindre un mastermind où on va donner des réponses. En fait, ils vont nous amener une problématique et on va donner une réponse à ça. Alors, chacun avec sa vision différente, puisque le tout, c'est d'avoir une tablée de 10, 15, 20, 30 personnes qui pourront donner leur avis sur le sujet de la problématique de quelqu'un et auxquelles on apporte des vraies réponses. Et la réalité, c'est que passer par ça, un entourage qui nous donne des réponses, ça nous gagne énormément de temps. Donc, maximiser ses chances de réussite, c'est aussi des fois compresser le temps. Parce que si tu aurais réussi en 10 ans, là, tu vas réussir en 1 an. Parce que finalement, tu as compressé toutes les connaissances et les savoirs et les apprentissages et les process que tu aurais dû apprendre en 10 ans par toi-même tout seul dans ton coin, en 1 an, parce que tu as eu toutes ces informations-là en un temps réduit. Alors évidemment, ça ne retire pas l'échec qu'on va faire au passage qui va nous former d'autant plus, mais ça nous gagne du temps. J'ai quelque chose à ajouter. Ajoute. Je pense aussi qu'il ne faut pas négliger la force aussi du référencement. Alors, je ne vais pas parler tout de suite du référencement par ads qui est payant et qu'on n'a pas forcément les moyens quand on lance un business, mais je vais plutôt axer sur le référencement naturel qu'on peut avoir et qu'on peut mettre en place gratuitement nous-mêmes, en fait. Et je pense que c'est intéressant de s'y intéresser quand on lance un business, de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir maximiser aussi ses chances et sa visibilité. C'est gratuit, ça demande du temps, c'est vrai. C'est du temps, c'est s'intéresser un petit peu, voir comment ça fonctionne. Après, il y a des outils qui sont payants pour nous aider aussi à mieux faire le référencement naturel, le SEO. Mais je pense que ça, c'est un point aussi qui peut vraiment aider. Voilà. C'est une petite parenthèse. Mais... Ouais, et puis c'est un outil qui peut être gratuit. Enfin, fonctionner avec le référencement naturel peut être aussi gratuit. Avec ChatGPT, maintenant, c'est vrai. C'est un outil qui est juste incroyable. C'est vrai, avec un bon prompt. Tu le modèles bien avec un prompt, justement, et c'est un gain de temps de 80% sur le temps que tu aurais réalisé à réaliser du SEO. Et ça a un véritable impact en plus. Ouais, exactement. Donc ça peut être... c'est non négligeable aussi pour aider à lancer aussi, à booster
accroître ses chances de réussite. Exactement. Et souvent, le SEO, donc tout ce qui est naturel, l'organique, que ce soit via les réseaux sociaux, que ce soit via des articles, que ce soit via des fiches produits, que ce soit via YouTube, peu importe la manière de cet organique-là, c'est souvent un moyen de tester aussi l'audience et voir qu'est-ce qui marche réellement. Et en fait, quand on trouve après ce qui marche, le discours est beaucoup plus simple à adapter en ads parce qu'on l'a testé en organique et que ça a pris, tout simplement. Donc ça, c'est pas mal. Et puis après, il y a l'effet inverse. Donc là, c'était ultra pertinent et maintenant, je vais aller volontairement dans l'effet inverse. Aussi, on peut faire l'inverse, c'est tester énormément de choses en ads, des discours différents, et vu qu'on va dépenser de l'argent, en fait, on aura des retours beaucoup plus rapides pour après les dupliquer sur de l'organique. Mais c'est pertinent les deux parce que finalement, il y en a un qui va demander 0 fonds, il y en a un qui va demander beaucoup plus de fonds en amont. Donc, c'est vraiment propre à chacun et à sa capacité à investir des fonds pour trouver le bon discours, le bon business model, le bon cadre, le bon funnel, tout ce qu'on veut. Mais voilà, mais les deux côtés sont pertinents et donc à voir en fonction de vous pour maximiser vos chances de succès. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. En vrai, on pourrait dire énormément de choses sur ça. C'est vrai. Ok pour les questions donc, de Arnaud. En tout cas, Arnaud, on espère que ces réponses t'auront plu, que ça t'aura apporté de la valeur. Et puis, écoute, on va mentionner en dessous le commentaire donc, que tu as fait, qu'on y a répondu en vidéo. Et on mettra le lien, évidemment, de la vidéo en dessous dès qu'il sera disponible. Alors, je ne sais pas si ça marche sur Instagram, mais je crois Merci Arnaud. Merci Arnaud. Question suivante. Personne suivante. Et question suivante. C'est donc de Cindy. Qui a une question qui dit « Comment réussir à complètement déconnecter lorsqu'on s'absente pour des congés et que l'on n'a pas de salariés ?» Tu veux voir la question ? C'est Cindy. Ok, moi j'ai plein de trucs à dire. Mais tu veux peut-être commencer. T'as l'air motivé, donc je te laisse commencer. Là, il y a plusieurs choses. Pour le coup... je vais faire peut-être plus général et je vais peut-être plus axer sur le cas de Cindy qui pour le coup je connais. Je peux faire ça. Donc déjà, quand on s'absente dans le domaine professionnel, il peut y avoir plusieurs raisons. Et je pense que quand on décide de s'absenter du domaine professionnel, c'est qu'on décide de mettre la priorité sur autre chose. Et il faut y aller à fond parce que si on choisit de faire un moment ce break-là. Alors peu importe, des fois il y a des gens qui vont se stopper pour des raisons de santé ou pour des choses comme ça. C'est parce que la priorité, elle va ailleurs. Quand on décide de se stopper pour un essor personnel, un éveil, pour un développement personnel, il faut se donner la possibilité de le faire à fond et de le vivre à fond. Et il ne faut pas culpabiliser de ça. Et je pense que c'est peut-être ce qui est difficile quand on a seul la responsabilité d'un business. On se dit oui, mais... est-ce que j'ai vraiment le droit de décrocher ? Oui. Bah oui. Parce que là, à ce moment-là, c'est toi que tu as choisi. Et l'apport personnel que tu vas gagner dans ton voyage, il va t'apporter tellement plus. Je vais prendre le cas, par exemple, pour Cindy. Je pense que ce qui l'inquiète, c'est qu'elle a beaucoup travaillé pour son business. Et elle avait réussi à fidéliser aussi des clientes. Son savoir-faire, elle l'a toujours. C'est pas parce que là, elle s'arrête que quand elle va revenir, elle l'aura plus. Et ce sera même encore mieux. Parce que quand elle va revenir, elle aura aussi tout l'éveil et toute la grandeur et l'enrichissement qu'elle aura eu dans son voyage. Donc ce ne sera pas forcément une technique particulière, mais ce sera peut-être une ouverture, une curiosité, l'envie de développer peut-être d'autres soins, d'apporter d'autres choses encore pour étayer encore sa proposition dans le cadre de son business. Donc il ne faut pas qu'elle s'en inquiète. Ce qui peut la rassurer maintenant, pour pouvoir réellement décrocher, c'est d'avoir déjà un plan pour son retour. Comme ça, au moins, elle se soulage de ça. Donc ça peut passer par des tas de choses. Ça peut être se dire, voilà, je suis inquiète parce que j'ai envie quand même de montrer que je suis encore là pour pouvoir préparer mon retour. Si elle a une vision claire de son retour, je pense qu'elle sera soulagée, elle pourra beaucoup plus être dans l'instant présent et vivre peut-être encore plus librement l'incroyable expérience qu'elle est en train de vivre actuellement. Je pense que si elle arrive à se projeter, à se dire mon retour va bien se passer, ça ira beaucoup mieux. Et pour ça, il faut un plan. Donc ça peut passer par plein de choses. Ça peut être se dire, voilà, mon retour, je l'annonce en grande pompe et j'organise quelque chose. Ça peut être ça, comme ça au moins, ça lui permet de rappeler à ses clientes qu'elle est là et leur donner envie de revenir. Il
Il y a plusieurs techniques. Ça peut être soit pour travailler vraiment plus sur la fidélité de ses clientes, ça peut être de proposer peut-être un prix particulier pour ses clientes. Mais là où il faut faire attention, c'est que c'est à double tranchant. Il ne faudrait pas que ce qui fasse revenir ses clientes, c'est parce que la valeur qu'elle amène, c'est juste un prix compétitif. Alors que je sais que c'est quelqu'un qui a des compétences incroyables. Donc ça peut être une piste, mais ça peut peut-être aussi passer par le fait je suis de retour, donc pour vos prestations, je vous offre en plus autre chose. Ça peut être une idée de dire voilà, pour inciter mes clientes à revenir, ça peut être ça. Mais c'est aussi se dire que certes, elle va peut-être, je lui souhaite récupérer l'ensemble de sa clientèle, mais c'est aussi peut-être ne pas négliger l'apport d'une nouvelle clientèle. Donc pourquoi pas, pour son retour, organiser un événement où elle propose soit une démonstration de ses... Pourquoi tu rigoles? Continue. Proposer soit un atelier collectif qui puisse rassembler tout le monde sur une technique particulière, soit si c'est quelque chose de plus individuel, penser à occuper les autres personnes qui seront là aussi à l'événement, ou alors, pourquoi pas, faire intervenir une intervenante pour quelque chose en particulier et montrer une plus-value et à montrer vraiment ce qu'elle peut apporter. Je pense que si elle a un plan défini de son retour, de comment elle conçoit ça, elle pourra aussi déjà le visualiser. Moi, je crois sincèrement que le pouvoir de la visualisation est hyper important. Quand on projette quelque chose et indirectement qu'on en fait une demande, je pense que ça permet aussi aux choses de se réaliser. Alors j'entends que ça puisse sembler un peu... voilà, ça peut peut-être surprendre certaines personnes. Mais moi, je pense que c'est un réel pouvoir. Et je pense sincèrement qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète de ça. Il faut qu'elle soit dans ce qu'elle vit maintenant, parce que je pense que le choix qu'elle a fait, elle l'a fait pour elle, en conscience. Elle ne doit pas culpabiliser de ça, elle doit se libérer de ça. Et je pense qu'il faut qu'elle soit OK avec le fait que... déjà, tout ce qu'elle a eu avant, elle l'aura à nouveau. Il n'y a pas de raison, puisqu'elle l'a déjà fait, pourquoi elle ne pourrait pas le refaire? Et en plus, comme c'est déjà engagé, en fait, c'est juste remettre... ça sera encore pour une expansion encore plus grande. Et moi, je lui envoie que des ondes positives. Alors, c'est marrant, parce que là, en fait, tu as répondu à la question, mais en ayant beaucoup plus d'infos. Bah oui, mais parce que du coup... Donc du coup, forcément, là, vous, auditeurs, peut-être que vous n'allez pas connecter tous les points qui ont été partagés, mais voilà, c'est quelqu'un qui a partagé plus d'informations, évidemment, à l'INSEE, que moi, je n'ai pas nécessairement. Et donc, bah, forcément, tu as accès à une réponse beaucoup plus ciblée, personnalisée ici, chose qu'on ferait en mastermind, par exemple, en fait, finalement. Qu'on ferait vraiment, ou limite en one-one, quoi, sur un coaching, pour le coup. Mais c'était un début, c'était une accroche, c'est déjà ultra pertinent. Moi, je vais remettre l'accent plutôt sur, justement, comment déconnecter complètement en s'absentant. Et je mets la notion quand on n'a pas de salarié. En fait, c'est la vie d'un solopreneur. Et la vie d'un solopreneur, bah, c'est aussi de faire le taf, assumer les responsabilités qu'on a et être majoritairement, quand on est dans un métier, on va dire, plus manuel, être payé à notre temps, malheureusement. Quand on est payé à notre temps et qu'on n'a pas de salarié, bah, soit on a quelqu'un qui est en capacité de nous seconder, donc qui va nous remplacer, pardon, c'est ça que je cherchais, qui est en capacité de nous remplacer, mais potentiellement pas avec la même expertise non plus. Et dans ce cas-là, pareil, comment est-ce qu'on fonctionne sur ce process-là? Est-ce que je recrute quelqu'un ou je trouve un partenaire avec qui j'ai déjà bossé et il prend les clients, je prends une commission parce que c'est moi qui lui ai permis les clients sur cette phase de temps-là. Par contre, les clients sont conscients que c'est simplement parce que je suis en vacances qu'ils sont traités par cette personne-là. OK. Ou alors, je déconnecte complet, un peu comme ce que tu disais, en préparant du coup la suite et en faisant comprendre à mes clients qu'ils peuvent déjà booker pour mon retour. Voilà. Donc, en fait, il y a plusieurs notions et en effet, réussir à bien déconnecter, ça passe par la proactivité. On ne peut pas réussir à bien déconnecter si on n'a pas anticipé, si dans notre tête, on n'a pas vidé entre guillemets, ce qui avait à être vidé. Je sais qu'à chaque fois que je pars, tu me vois souvent bosser beaucoup plus activement avant de partir, parce que dans ma tête, il faut que je traite. Moi, j'appelle ça traiter, c'est la to-do, quoi. C'est je traite ce que j'ai à faire. Une fois que c'est traité, c'est bon, je suis libre, je suis bien, je suis serein. Le soir, souvent, c'est ce qui se passe. Si je ne me traite pas ce que je considère de prioritaire et important,
je vais y penser. Et donc, je vais pas être dans ma soirée qu'on peut avoir ensemble. Les vacances, c'est pareil. Si j'ai des choses prioritaires et importantes à gérer, je vais avoir envie de les traiter, en fait, finalement. Alors que, dans le fond, il faut être proactif, il faut les traiter en amont, savoir qu'est-ce qui va être prioritaire et peut venir comme un cheveu sur la soupe à ce timing-là, où je peux potentiellement ne pas être là, pour pouvoir finalement vraiment déconnecter. Donc ça demande une organisation proactive, de faire en sorte que tout ce qu'on a à faire sur un timing d'absence doit être fait avant, et tout ce qu'on a à faire sur un timing de retour doit être prévu. Pour que quand on arrive, en fait, on n'est pas sur le jus et on ne peut pas gérer les clients, mais plutôt on est sur le jus et ça se passe bien et ça file parce qu'on avait prévu et tout est OK. Donc, c'est vraiment cette notion-là, pour moi, déconnecter, ça va passer par ça. Après, il y a aussi une notion fortement psychologique. Émotionnelle. Il faut être prêt à déconnecter. Et je sais que moi, j'ai eu des périodes où c'était un jus énorme, c'était pas un timing pour moi pour déconnecter. Et j'étais pas, peu importe ce que je faisais, on pouvait aller faire un resto, on pouvait aller faire ci, on pouvait aller faire ça, pas nécessairement nous, mais avec des amis, ou même sortir, ou peu importe. Et j'étais pas réellement dans le moment, j'étais pas dans le moment présent, je vivais pas le truc, j'étais pas nécessairement heureux d'être là, parce que dans ma tête, ça fusait beaucoup trop et j'avais beaucoup trop de responsabilités et de charge mentale à cet instant T-là. Et c'est aussi parfois OK de ne pas déconnecter quand c'est ça. C'est OK d'être acharbonné et à faire le taf, seulement il ne faut pas se mettre en conflit intérieur. C'est-à-dire que je suis OK avec le fait de charbonner, donc je suis OK avec le fait que je vais voir moins les gens. Et je ne vais pas me sentir coupable si je vois moins les gens. Et ça, c'est un équilibre à avoir aussi. On parlait de l'équilibre pro-perso sur les questions d'avant. En fait, on n'est pas loin finalement. Cette notion de déconnecter complètement, elle se fait parce qu'on est OK avec le fait de déconnecter ou OK avec le fait de ne pas déconnecter et donc on en prend les conséquences et on accepte les conséquences de ça. Donc c'est dans les deux sens. Et là, ici, aujourd'hui, je pense que pour Cindy, donc, qui est sur une activité beaucoup plus... comment tu décrirais ça? Parce qu'elle fait des massages, elle fait pas mal de choses. Sur son activité professionnelle, oui, c'est plutôt de l'esthétique. Elle fait blanchiment des dents, elle m'avait fait blanchiment des dents aussi, il fut un temps. Donc elle a de toute façon des compétences un savoir-faire et un savoir-faire qu'elle exploite de manière physique avec les gens, qu'elle doit être présente, donc c'est son temps qu'elle facture. Donc forcément, il y a un besoin d'être proactif s'il y a une envie de déconnecter. Et au moment de cette déconnexion, en effet, avoir traité la majorité des tâches pour être vraiment dans le moment présent, quoi. Et s'autoriser. Oui. Il faut vraiment avoir une démarche personnelle, donc vraiment plus mentale, de s'autoriser et se dire j'y ai le droit. Parce que beaucoup de personnes ne s'y autorisent pas et culpabilisent. Choisissez-vous. Vous avez le droit de vous choisir. Donc voilà. Je suis d'accord et je rebondis aussi sur le fait de s'autoriser. On est tous humains, on fait tous des erreurs, on fait tous, on a tous des envies, on a tous on va dire des envies court terme, on va dire plus des choses pour le plaisir court terme, on a des choses pour des visions futures, des ambitions. Il y a un équilibre à avoir entre tout, il ne faut pas que courir sur les choses court terme qui nous donnent une dopamine instantanée et ça y est, on est content, mais plutôt au contraire savoir se sacrifier et savoir s'autoriser. Il y a vraiment un équilibre entre les deux. Et plus vous serez en capacité de sacrifier par moment et être OK avec ça, parce que ça ne sert à rien de se sentir coupable, d'éprouver la culpabilité pour ça, plus vous serez en capacité de sacrifier, plus vous serez en capacité derrière de profiter le moment où vous accepterez pour vous-même de profiter. Et je vais le mettre de manière plus pragmatique. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, c'est beaucoup drivé par l'argent, on doit faire des profits, et outre les profits qu'on doit faire, il faut que quand on se fasse plaisir, on puisse se le permettre. Il faut qu'il y ait une notion sur ce que vous gagnez, les profits réels que vous réalisez, que vous mettiez une partie de ces profits de côté. Et ça, c'est un profit qui est dédié au plaisir. Plaisir vacances, plaisir voyage, plaisir amis, plaisir tout ce que vous voulez, mais plaisir. Et afin de ne pas vous sentir coupable aussi de quoi que ce soit quand vous allez vous faire plaisir, vous savez que ça, c'est arrivé là grâce au profit. Et donc si pragmatiquement, c'est vos profits qui vous ont permis d'avoir ces fonds pour aller voyager, pour aller profiter, pour peu importe la raison, ça déculpabilise tout de suite, puisque, oui, c'est mon travail.
Donc j'ai le droit de le faire. Et c'est qu'une partie, ce sera 10%. Le reste des profits, il y a une partie que vous allez investir. Le reste des profits, il y aura une partie que vous allez mettre de côté comme fonds de sécurité. Le reste des profits, ce sera pour la vie courante, c'est-à-dire dépenser pour manger, profiter X ou Y, aller faire un massage, j'en sais rien. Mais c'est vos profits qui vous permettent ça. Et le fait qu'on le prenne comme ça, ça permet aussi de profiter pleinement parce qu'il n'y a plus de conflit d'intérêt dans la tête en mode ah mais non mais si je vais profiter je suis pas sur mon business. Non, c'est ton business qui t'a permis d'aller profiter. Exactement. On travaille pour vivre, on vit pas pour travailler. Exactement. Et il faut se dire que on travaille pas pour rien et on le mérite. C'est ça. Et ça donne d'autant plus de plaisir à retourner au travail Exactement. aussi après parce que vas-y, j'ai envie de m'en payer 10 comme ça va être sympa. Ouais, et puis ça amène beaucoup de choses parce que du coup derrière ça redonne aussi une motivation. En fait, d'être toujours plus, c'est le trop est l'ennemi du mieux. Et à un moment, il faut aussi prendre le temps d'avoir de la gratitude et de savourer aussi le résultat de son labeur. Enfin, labeur, c'est pas forcément quelque chose de dramatique quand je dis ça. Exactement. Comme ça, mais voilà, savourer aussi les fruits de son travail. C'est ça. Et je reprends un autre segment par rapport à la question qui est sur l'aspect quand on n'a pas de salarié. Alors tout dépend maintenant si la question et l'intention est de rester sans salarié ou pas. Alors salarié ou partenaire ou freelance, ça peut être n'importe quoi, mais une personne qui est avec vous à travailler, ça peut être quelqu'un qui, sous rétrocommission, s'occupe aussi des clients que vous avez. Ça peut être quelqu'un qui est freelance et simplement payé à faire une action. Vous margez dessus parce que vous avez la facturation finale au client et lui, vous lui redonnez un montant qui est au prorata de la facturation qu'il fait lui. Ou alors encore, c'est quelqu'un que vous recrutez pour un full-time et vous rentabilisez au mieux le temps qu'il passe pour vous en retirer une rentabilité et des profits vis-à-vis du temps qui est payé de la personne. Ça va se baser plus sur une notion du coup de croissance. Quand la demande est là, c'est plus trop un sujet. Mais quand la demande n'est pas encore là et qu'il y a cette réflexion-là, comment est-ce que vous pouvez générer de la demande pour en arriver là ? Voilà. Donc c'est toujours augmenter votre croissance, votre visibilité, votre potentiel de clientèle pour avoir ces axes de croissance qui vous permettent à terme, et je le souhaite à chacun, d'avoir du coup le choix. Et avec une structure physique ici, comme toi Cindy, c'est peut-être de se dire, ok, moi aujourd'hui, est-ce que j'ai envie d'un salon ? Est-ce que j'ai envie d'une structure où un salon est posé, je paye un loyer juste pour mon salon, j'arrive le matin à 8h, je repars le soir à 20h, ou est-ce que j'ai envie de rester sur une activité plus à domicile, est-ce que je veux que mon salon soit chez moi parce que j'ai un intérêt beaucoup plus pertinent sur du long terme, mais du coup c'est pas le même référencement au niveau local. Il y a plein de questions autour qui se posent et la réponse à ces questions vient donner aussi un potentiel d'axe de croissance qui peut nous correspondre ou non. Donc après c'est propre à chacun. Et j'aimerais juste rebondir, parce que là, on parle d'une absence assez longue, mais il ne faut pas non plus négliger parfois de s'autoriser des absences courtes. Assez longue combien de temps ? Parce que même moi, je ne sais pas combien de temps. Ok. Mais je vais prendre le cas aussi d'une autre amie à moi, où là, elle a eu une semaine hyper éreintante, où pareil, elle, en plus, son travail, c'est du don de soi. Enfin, elle est vraiment plus... elle est ostéopathe, donc ça nécessite... physiquement, il faut aussi être en énergie. Et cette semaine-là, elle avait eu énormément en plus d'urgence à traiter, en plus de ses rendez-vous, de ses plages horaires habituelles. Et en fait, elle s'est dit, là, je me suis autorisée à prendre mon vendredi après-midi. Et elle a raison. Elle a raison parce qu'il y a un moment, de toute façon, pour être efficace dans son travail, il ne faut pas non plus être épuisé. Si on est épuisé, on est moins efficace, on est moins productif. Et s'autoriser de se dire, là, à ce moment-là, j'ai besoin de me prendre une après-midi pour être d'aplomb et pouvoir reprendre correctement, c'est nécessaire aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour être efficace dans ce que vous faites, il faut que vous soyez bien vous-même. Et la priorité, c'est que vous soyez bien. Vous ne pouvez pas apporter quelque chose de qualitatif et quelque chose de bien aux autres si vous-même, vous n'êtes pas bien avec vous-même. Exactement. Et ça revient sur les points qu'on a pu répondre aux questions d'avant. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que vous remarquerez, dans le fond, il n'y a pas 50 000 choses à savoir. Il y a des choses qui sont beaucoup plus logiques et qui prennent sens vis-à-vis des réponses qu'on donne, qui vont souvent dans la même direction. Mais parce que la direction, elle n'est pas compliquée dans le fond, mais c'est juste qu'elle s'applique à énormément de détails et à énormément de points. Et c'est à nous, ensuite,
de savoir comment les appliquer. Et là, nous, on donne des conseils justement pour aider à savoir où est-ce que vous pouvez les impliquer, comment vous pouvez les impliquer, pour que ça ait un maximum d'efficience finalement. Donc oui, merci pour ces retours, l'INSEE. Et je pense qu'on a des très belles réponses pour ces questions. Et pour aujourd'hui, pour cet épisode, on va s'arrêter là. Bravo à toi, merci pour les réponses. Merci beaucoup. Et les amis, merci pour vos questions. Continuez à nous en poser d'autres, évidemment. Si vous aimez ça, surtout, évidemment, likez et abonnez-vous et donnez-nous la force, puisque de toute façon, on avance ensemble. Le but, c'est de vous aider. Le but, c'est de vous faire grandir. Donc, donnez-nous l'énergie pour ça. Et on se dit à très bientôt. Ciao. Ciao.